Je suis ravie de vous accueillir donc, dans cette quatrième conférence ENM qui est intitulée ce soir Rencontre avec un magistrat. J'ai le plaisir d'accueillir Mehdi Kébir. Il est là pour nous présenter le métier qu'il exerce, le métier de magistrat, métier qu'il va nous présenter. Je vous propose de découper, de structurer cette conférence en deux grandes parties. Une première partie qui sera consacrée à la présentation de Mehdi, de son parcours, de son métier, et puis une seconde partie qui abordera d'une manière un petit peu plus générale le métier de magistrat. Nous commençons cette première partie qui est donc une présentation de Mehdi qui est avec nous ce soir. Bienvenue Mehdi. Merci beaucoup. Merci à toi de participer à cette conférence et de nous permettre d'en savoir plus sur le métier que tu exerces, celui de magistrat, puisque nos auditeurs sont tous et toutes des candidats au concours de l'ENM que tu connais bien. On va peut-être commencer par une petite présentation de ton parcours universitaire, puisque tu es quand même passé par la fac de droit, comme nous tous. Quel a été ce parcours? Quelle université? Quelle spécialité as-tu suivi? Et finalement, comment t'est venue l'idée de devenir magistrat? Alors déjà, bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être avec vous là ce soir pour présenter mon parcours et puis ma profession. C'est toujours un plaisir moi, d'intervenir devant des étudiants et surtout des futurs collègues, parce que voilà, je sais que parmi vous, il y a des gens qui très vite le seront. Donc, je suis très content d'être avec vous. Par rapport à mon parcours, bah, écoute, c'est un parcours assez classique finalement d'étudiant en droit. J'ai fait une faculté de droit en province, à Tours plus particulièrement. Donc, j'ai fait une formation vraiment très classique, une licence de droit privé dans un premier temps. Et puis ensuite, je me suis orienté vers les carrières judiciaires avec un Master 1 à l'époque carrière judiciaire. Un Master 2 qui était centré justement sur les carrières judiciaires, qui s'appelait droit et justice, donc assez généraliste, qui abordait des aspects tant civils que pénaux. Et puis, c'était un Master 2 que j'ai fait en parcours recherche. Donc, à l'époque, on proposait deux parcours, un parcours recherche et un parcours plus de stage. Moi, j'avais fait un parcours recherche, donc j'ai rédigé un mémoire de Master 2 sur un sujet qui était déjà en lien avec le travail du juge, puisque c'était le sujet du mémoire, c'était l'aléa judiciaire à l'époque. Donc, j'ai fait mon Master 2, enfin, j'ai fait toute ma formation universitaire dans la même université, à Tours. Je n'ai pas beaucoup bougé, donc c'était une faculté moi, qui me plaisait, à taille humaine, donc j'ai pu mener à bien ce projet-là. Je t'avoue que le projet d'être magistrat, ce n'est pas venu forcément tout de suite, ce n'était pas une vocation. Je n'ai pas grandi dans l'idée de l'être. J'ai commencé la fac de droit sans forcément vouloir être magistrat, c'est venu petit à petit. C'est plus venu, je dirais, au moment plus de la thèse, puisque j'ai fait un doctorat après mon Master 2. Un doctorat qui prolongeait en fait mon mémoire de Master 2 et qui était consacré, cette thèse, au libre arbitre du juge. Donc, j'ai toujours été un petit peu intéressé par ces questions du travail du juge, de l'office du juge. Et donc, c'est à l'issue de ce Master 2 que j'ai fait une thèse de doctorat. Voilà. D'accord. Et donc, tu n'as pas eu envie de passer l'ENM tout de suite après ton Master 2? Si, je l'ai passé tout de suite après mon Master 2. J'ai Ah, passé les d'accord. écrits que j'ai eus, mais ça se télescopait avec ma demande de financement Oui. pour la thèse. J'avais fait une demande de financement donc, pour avoir un statut de doctorant contractuel, ça s'appelle comme ça. Et donc, je suis pas allé à l'oral, en fait. J'ai eu les écrits, mais je ne suis pas allé à l'oral parce que je voulais vraiment faire cette thèse. Et que j'ai eu mon financement au moment où il était question de faire un choix entre soit faire la thèse, soit continuer dans ce projet d'être magistrat. Donc, je l'ai passé effectivement l'ENM. C'est un souvenir encore très présent dans mon esprit. Je me souviens très, très bien de cette période-là. Mais voilà, j'ai fait un choix que je ne regrette pas du tout aujourd'hui et qui m'a permis et de soutenir ma thèse et puis de devenir magistrat à la fin. Donc, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Donc, tu as repassé l'ENM après ta thèse? Non, moi, en fait, je suis issu d'un recrutement qu'on appelle latéral. D'accord. Ça, c'est un aspect qui est très important parce qu'aujourd'hui, à l'ENM, les promotions actuelles, ceux qui rentrent à l'école de la magistrature, c'est à peu près 50%
des trois concours, en réalité, premier, deuxième, troisième, et 50% de recrutement latéral. Alors, le recrutement latéral, qu'est-ce que c'est? C'est un recrutement qui est fondé sur un article de l'ordonnance statutaire qui régit l'activité des magistrats, qu'on appelle l'article 18.1. Et en fait, l'article 18.1, c'est une intégration non pas une intégration pour être magistrat, mais une intégration à l'École nationale de la magistrature. C'est qu'on se retrouve tous à l'école pour une scolarité classique, mais entre les trois concours et cette voie de recrutement latéral, ça fait quand même une très grande diversité de parcours. Et oui. Dans ces profils-là. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un magistrat sur deux qui rentre à l'ENM sans avoir passé le concours. Ah oui, 1 sur 2, d'accord. Très importante. Alors, c'est une politique qui est assumée par l'ENM et par le ministère, parce que c'est dans une logique de diversification un peu des profils. Et surtout, le but, c'est de recruter des magistrats qui ont eu une carrière antérieure. Ça peut être une carrière d'avocat, d'universitaire, moi c'était mon cas, de greffier, directeur de prison, enfin, de diversifier un peu le recrutement. Et cette voie d'intégration, elle permet ça. D'accord, donc si je comprends bien, à l'issue de ton doctorat, tu n'as pas souhaité embrasser une pure carrière universitaire et rester dans l'enseignement. Tu as vraiment eu envie de retourner finalement vers tes premières amours qui étaient la magistrature? Tout à fait. Donc moi, j'ai soutenu ma thèse en 2017. Ouais. J'ai été qualifié à la maîtrise de conférence dans la foulée. Donc là encore, comme quoi tout est question de choix parfois dans la vie, c'est comme ça que j'envisage un peu les choses. Et j'avais le choix entre continuer la carrière universitaire et de retourner vers la magistrature. Et j'ai fait le choix inverse de celui que j'ai fait à la fin du Master 2. Je me suis dit, je vais retourner à la magistrature. Et à l'époque, c'était en 2017-2018, c'est à ce moment-là qu'ont été créés les postes au sein des juridictions qu'on appelle les postes de juriste assistant. Des postes de contractuels ouverts aux docteurs en droit ou à des gens qui ont un Master 2 et une expérience professionnelle et qui permettent ces postes d'être un juriste, assistant de magistrat à temps plein au sein des juridictions. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai candidaté sur un poste de juriste assistant au parquet à Tours, au tribunal judiciaire de Tours. Et j'ai occupé ce poste-là quasiment pendant 3 ans après ma thèse. D'accord. Il m'a permis de faire un peu une transition entre mon projet d'intégrer la magistrature et mon travail universitaire que j'avais fait juste avant. Donc, c'est vraiment un poste que je trouve très, très intéressant parce que ça permet de te confronter à la réalité des juridictions et à confirmer ou pas le choix d'embrasser cette carrière. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur cette fonction. Quand on est étudiant, on a tendance à en voir un petit peu les bons côtés uniquement. Et donc, moi, je suis plutôt partisan d'aller voir la réalité de la profession et ensuite de faire son choix, de continuer ou pas. Moi, j'ai décidé de continuer, mais il y a des gens qui peuvent aussi se dire que ce n'est pas forcément ce qui leur convient. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on conseille très régulièrement à nos étudiants, dès la licence, de faire des stages d'observation. On ne prétend pas pouvoir, dès la licence, faire des stages en grand cabinet d'avocats où on va révolutionner la matière, mais au moins des petits stages d'observation, parce qu'en réalité, on a toujours une assez fausse image des métiers, même les plus connus finalement, mais on ne voit pas les mauvais aspects tant qu'on n'a pas mis les pieds dans une profession. Donc, c'est très, très, très important pour vous tous qui nous écoutez de multiplier les stages, les expériences professionnelles, parce que c'est comme ça qu'on découvre le terrain. Et ça, c'est très important. Et même, ce que je dis souvent aussi à nos étudiants, c'est que ça se ressent dans les copies finalement, parce que avoir vu un petit peu comment fonctionnait un tribunal, ça permet d'éviter d'écrire des énormes erreurs et ça donne un aspect quand même très professionnel aux copies. Je crois que c'est important de ne pas faire comme si on ne savait même pas qu'il y avait un greffe dans un tribunal. Tout à fait. C'est important et c'est même valorisé au stade du concours, notamment au grand oral. C'est quelque chose ça, qui peut être mis en avant et sur lequel les candidats sont de plus en plus questionnés, interrogés. Est-ce que vous êtes allé à des audiences? Est-ce que vous avez occupé un poste d'assistant de justice? Est-ce que vous avez fait des stages?
Parce que je pense que ce qui préoccupe les gens qui sont chargés du recrutement à l'ENM, c'est qu'il n'y ait pas de sentiment un peu de déception une fois qu'on arrive à l'ENM et une fois qu'on se confronte surtout, mais on en parlera tout à l'heure, à ce fameux stage juridictionnel où là, on est en condition réelle d'exercice. Oui, Donc, tout à fait. plus rassuré si vous savez déjà comment ça se passe en juridiction, la réalité des juridictions, par rapport à des profils qui vont découvrir un petit peu les choses. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, une fois que tu as eu ce projet de te présenter à l'ENM par cette filière-là, combien de temps de préparation? Alors, ça a pris au moins 1 an de préparation, mais assez intensive, Ouais. parce que ce recrutement parallèle, alors qu'on appelle le 18-1 dans le jargon, c'est un recrutement qui est quand même très, très exigeant parce qu'on a une phase d'instruction pendant 1 an où on passe devant différentes commissions et il y a un taux de sélection qui est assez important, c'est-à-dire qu'on passe devant d'abord les chefs de juridiction, donc procureur, président, ensuite devant des chefs de cour, procureur général, premier président, et ensuite devant ce qu'on appelle la commission d'avancement des magistrats, c'est au ministère. On va encore passer devant une commission, et là, pour te donner une idée, c'est comme si on passait à chaque fois un grand oral, à chaque étape. Ah oui. Et d'ailleurs, moi, je me suis rendu compte de ça à l'issue de la scolarité à l'ENM, le grand oral de sortie de l'ENM, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on nous questionne sur l'actualité, notre parcours, sur notre connaissance aussi de l'institution, des règles de déontologie. C'est vraiment c'est une étape de sélection qui dure longtemps et qui nécessite de très, très bien se préparer. C'est comparable à une préparation de concours, en réalité. En avant le parcours professionnel aussi. Ça, c'est ce Ouais. qui D'accord. Nous avons une première question de Sarah qui nous demande: à la fac, mon expérience professionnelle me portait préjudice. En quoi cela diffère pour le concours? Une multitude d'expériences en cabinet d'avocat est-elle pénalisante? Alors pour le concours, je ne pense pas. Je pense pas. Après, ça dépend ce qu'on en fait de cette expérience-là. Mais je ne pense pas qu'on puisse vous reprocher au concours d'entrée de l'ENM d'avoir essayé de vous intéresser à la pratique, de vous être rapproché au plus près de la réalité de ce que font les avocats, les magistrats, les greffiers. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être pénalisant. Au contraire, ça montre déjà un attrait, une curiosité. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça montre aussi que la personne, elle connaît un petit peu la réalité de ce travail-là, de ce type de fonctions qui ne sont pas des fonctions simples en réalité. Que ce soit le métier d'avocat, le métier de magistrat. Enfin, il y a ce qu'on en voit de l'extérieur, un petit peu les beaux côtés, le côté un peu théâtral, la robe, l'audience. Et puis, il y a la réalité qui est une réalité au quotidien qui est assez exigeante. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse vous le reprocher. Honnêtement, je ne pense pas. Très bien, voilà pour cette première question. N'hésitez pas à écrire vos questions sur le mur de discussion. On y répondra au fil de l'eau. Alors, une fois que tu as eu ton entrée à l'ENM, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble? On sait que c'est très long, 31 mois de scolarité, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on fait en 31 mois? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que c'est pas un petit peu long? Est-ce que tu pensais que tu étais prêt à l'issue de cette période de formation ou pas? Alors, une fois qu'on a les résultats, en fait, les résultats du concours et les résultats de cette voie d'intégration qu'on appelle le 18-1 tombent au même moment. Là, par exemple, c'est dans quelques jours. Donc, à partir du moment où on sait qu'on est admis, les choses vont très vite parce que on va préparer notre entrée à l'ENM qui se fait à peu près en février. Et tout bête, mais il va falloir se préparer même matériellement, c'est-à-dire acheter une robe, commander la robe, essayer sa robe, enfin vraiment des aspects très concrets, trouver un logement à Bordeaux parce que l'école est à Bordeaux. Donc, il y a cette période-là qui va très vite, évidemment, on est très content. Et puis, à partir du moment où on entre à l'école, donc en février, il y a une phase très longue de 31 mois qui s'ouvre de formation. C'est la formation la plus longue de la fonction publique. Il n'y a pas plus long en termes de formation. Honnêtement, dès qu'on rentre à l'ENM, enfin, en tout cas, moi, je parle personnellement et puis aussi avec les gens avec qui j'ai échangé, il y a un côté un peu magique. Il y a un côté un peu magique parce que c'est un objectif qu'on a depuis longtemps. On a un peu rêvé de ce moment-là. On a tous en tête les images de l'ENM qu'on peut voir sur les réseaux. Donc, quand on y est, on a un peu l'impression
Parfois, quand on fait des voyages, on va à New York, on a l'impression d'être dans des séries télé. Et ben, à l'ENM, c'est un peu pareil. On a l'impression d'être là, mais d'être un peu hors de la réalité. On a tellement rêvé ce moment-là que quand il arrive, eh ben, on est vraiment, vraiment ravis. Donc, à l'ENM, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une scolarité longue, mais c'est une scolarité qui est très pratique. C'est pas du tout ce qu'on voit à la faculté ou à Sciences Po. C'est totalement différent. C'est une scolarité qui est composée à 70% de stages. Donc, c'est une scolarité qui va nous conduire à faire plein de stages. Quasiment sur 2 ans et demi, on passe quasiment un peu moins de 2 ans en stage. Donc, c'est énorme. Et c'est une période au cours de laquelle on est rémunéré. Donc, on a un statut d'auditeur de justice, fonctionnaire stagiaire, c'est comme ça qu'on dit. On est payé et c'est notre travail. On est déjà dans la vie active. Donc, cette scolarité de 31 mois, elle est composée de beaucoup de stages. C'est des stages dans les services d'enquête, police, gendarmerie. Il y a un stage avocat qui dure 3 mois. Là, on est vraiment en immersion dans un cabinet d'avocats. Et on travaille pour l'avocat qui nous reçoit. Il y a un stage en prison de 15 jours, où là, on est en immersion également. On est en tenue de surveillant pénitentiaire. Et puis, personne ne sait qu'on est élève magistrat, donc on est vraiment en immersion. Il y a un stage qu'on peut faire à l'étranger, dans une ambassade, par exemple. Il y a des stages qu'on fait aussi dans des administrations, on appelle ça le stage extérieur, c'est-à-dire dans un domaine tout autre que le domaine de la justice ou du droit. Ça peut être dans un journal, ça fait vraiment des choses très variées. Moi, je l'ai fait dans une association d'aide sociale, c'est le 115 en gros. Donc, c'est pour enrichir un peu notre expérience. Et puis, il y a un stage qui est plus long que les autres, qu'on appelle le stage juridictionnel, qui dure 1 an. Et au cours de ce stage juridictionnel, on va passer de fonction en fonction, en conditions réelles. On va être 6 semaines ministère public, donc au parquet. On va être 3 semaines juge d'affaires familiales, 6 semaines juge d'instruction, JAP, etc., etc. Donc, une scolarité qui est très pratique et qui est très loin de ce qu'on peut voir à l'université ou à Sciences Po. C'est-à-dire, c'est très axé sur l'apprentissage de son métier, de son futur métier. Et dans cette formation de 31 mois, il y a aussi une période de 8 mois qui se passe à l'ENM, où là, on a un aspect un peu plus théorique. Donc, c'est ce qu'on appelle la période de formation. On est 8 mois à l'ENM et on va apprendre fonction par fonction à exercer les fonctions de juge d'instruction, les fonctions de JAP, les fonctions de juge civil, etc., etc. Ça, c'est une super période, honnêtement. On est à Bordeaux, à l'ENM, et c'est une période qui est vraiment très sympa avec des enseignants qui sont en réalité des magistrats, qui sont détachés à l'École nationale de la magistrature. Mais c'est pour vous dire que l'apprentissage, vous n'allez pas vous asseoir dans l'amphi, on ne va pas vous faire un cours sur la propriété ou sur la procédure civile, c'est pas ça. C'est découpé en fonctions. On a le matin substitut du procureur, l'après-midi juge d'instruction, le lendemain juge d'affaires familiales, etc., etc. C'est très centré sur l'apprentissage de son métier. D'accord. Et si j'ai bien compris, donc tu fais beaucoup de stages. C'est toi qui dois les trouver, tes stages, ou l'école te fait des propositions? Non, nous on choisit, on donne on fait des propositions de villes selon nos envies. Ça peut être une ville où on habite ou alors une ville qu'on veut découvrir. Et ensuite, c'est l'école qui nous attribue ces stages-là. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à chercher, on a juste à donner une liste de villes qu'on veut prioriser, tout simplement. Et c'est par exemple pour le stage avocat, c'est l'ENM qui va nous trouver le cabinet où on va aller. D'accord, ok. Alors justement, il y a une question à propos de ces lieux géographiques et de la gestion de la géographie pendant la scolarité, puisque Sarah nous dit, j'ai déménagé il y a 1 an pour me préparer à Bordeaux. J'ai une question, doit-on, eu égard du fait que les stages peuvent être partout en France et que l'accès au logement à Bordeaux est compliqué, abandonner notre logement à Bordeaux pour y revenir plus tard? Alors, c'est sûr que pendant ces 31 mois, la grosse contrainte des auditeurs de justice, c'est la question du logement, parce qu'on est amené à déménager souvent et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un logement vide pendant des mois, surtout dans une ville comme Bordeaux. Ah ben non. On va payer une fortune, parfois pour des logements tout petits.
et on va se retrouver avec 2, voire 3 logements en même temps. Donc ça, c'est pas possible. Après, vous pouvez toujours demander des stages aux alentours de la ville où vous habitez. C'est possible aussi. Alors, je ne vous cache pas que Bordeaux, c'est compliqué parce que Bah oui, j'imagine que tout le monde veut Bordeaux. tout à fait. Donc, voilà, il y a des villes à prioriser en fonction de ce dont vous avez besoin. Paris, Bordeaux, c'est des villes qui sont très, très prisées. Ouais. La Rochelle, des villes aussi comme, en fait, tout l'Ouest, quasiment tout l'Ouest, Angers, toutes ces villes-là, elles sont très, très demandées. Donc, vous pouvez toujours les demander. C'est pas sûr que vous allez les avoir. Donc, moi, je pense pas qu'on puisse garder un logement vide pendant cette période de scolarité en se disant, je vais pouvoir y revenir parce que vous allez cumuler les logements, quoi. Bah, Il c'est faut ça. savoir on est payé par le NM, mais on n'a aucune aide par rapport à ces logements-là. C'est-à-dire qu'on a notre salaire mensuel qui est à peu près de l'ordre de 1600, 1700 euros net, Mhm. mais il n'y a pas d'aide pour trouver des logements ou pour les financer. D'accord, donc tu te débrouilles pour trouver tes logements et donc tu peux pas avoir 2 ou 3 logements à la fois, ça c'est pas possible vu cette rémunération, on comprend bien. Donc Sarah, j'ai bien peur que qui dit un stage dans une ville dit qu'on doit y habiter en réalité. Tout à fait, oui, oui. D'accord. Exactement. De toute façon, ça peut pas être autrement parce que ça va demander, mais ça, il faut être honnête, ça va demander un tel investissement Ouais, que par exemple, des temps de trajet trop longs, bah c'est oui. pas forcément préconisé parce que vous allez vous fatiguer, Mhm. ça va être un souci en plus dans votre esprit et c'est pas forcément le but, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, hein, c'est pas forcément facile de trouver des logements sur une courte durée en location comme ça. Oui. L'avantage à l'ENM, c'est qu'il y a quand même un réseau C'est ça. d'auditeurs, ce qui fait qu'on récupère souvent les logements des auditeurs précédents. Voilà. Et les propriétaires louent assez volontiers aux auditeurs de justice parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils ils savent très bien qu'il n'y aura aucune difficulté. Donc, alors franchement, même dans les grandes villes ou même pour la période de scolarité à Bordeaux, personne ne s'est retrouvé sans logement ou sans solution. D'accord. Il y a des logements pour tout le monde. Après, c'est vrai ça a un coût. Ça, il faut l'anticiper. Ouais, c'est sûr. Et alors, dans les stages que tu as fait, Mehdi, lequel as-tu le plus apprécié, te demande-t-on? Alors moi, je dois avouer que le stage en prison, ça a été sans doute le stage le plus marquant. Parce que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, on passe 15 jours en immersion totale. Parfois, certains, quand les établissements le permettent, ils habitent au sein même de l'établissement. Donc, il y a des logements, par exemple, pour les surveillants pénitentiaires. Euh, et ça permet de découvrir un monde sur lequel on fantasme beaucoup. Il y a beaucoup d'idées reçues. Et là, ça permet vraiment de le découvrir de l'intérieur. Et franchement, c'était un stage qui était extrêmement marquant. Moi, je l'ai fait dans une maison d'arrêt au Mans, une grosse maison d'arrêt. C'est pas forcément, je vais pas dire que j'ai adoré ce stage, mais c'est un stage qui m'a marqué. J'en suis sorti différent. Après, il y a des stages qui sont marquants aussi. Le stage enquête, le stage dans les services de police, les services de gendarmerie, c'est des stages qui sont très riches. Je me rappelle d'avoir fait une nuit, par exemple, avec la brigade anticriminalité où on s'est retrouvé dans une course-poursuite. C'est des moments un peu voilà, qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Et franchement, il y a des moments même, je me disais, mais si j'étais pas à l'ENM, jamais je pourrais faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire assister à des gardes à vue, assister à être en détention dans ce stage-là. Quand j'ai fait mon stage au 115 aussi, c'était extrêmement riche. C'était des périodes extrêmement marquantes. De toute façon, tous les stages à l'ENM sont conçus pour enrichir un peu notre position de futur magistrat. C'est un magistrat ouvert aux contraintes. Voilà. Et quand tu es en stage comme ça, tu as quand même un lien régulier avec l'école, tu as des maîtres de stage qui te suivent, tu as des comptes rendus à donner et tu as des liens avec les camarades de promo ou tu es un petit peu isolé quand même? Non, franchement, on n'est jamais isolé. Quand on va en stage, on n'est jamais seul. Genre, on est toujours deux, trois, voire plus d'auditeurs. Et l'école suit ça de très près. C'est-à-dire quand il y a la moindre difficulté, ils sont là. Généralement, ça se passe très bien parce que les partenaires, que ce soit les avocats, l'administration pénitentiaire, les enquêteurs, ils sont très contents de recevoir les auditeurs de justice. Ah oui. Ils sont même parfois flattés parce qu'ils nous voient déjà comme des magistrats et puis ils essaient de nous faire passer des messages, faire partager un peu leur expérience.
Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté. L'école est très présente. Après, il faut savoir que l'ENM, c'est quand même une grande école. C'est comparable à l'ENA hein, dans le fonctionnement. C'est une école qui a des moyens, vraiment pas négligeables. Donc, je dirais que c'est un peu c'est un peu la maison mère, hein, l'ENM. Hein. Très peu de magistrats qui ont une mauvaise opinion de cette école. D'accord. Il y a Manon qui te pose une question. Est-ce que les stages sont déjà orientés en fonction du parcours universitaire? Par exemple, si on est pénaliste, on va plutôt dans des stages en pénal, ou si on est civiliste, on va plutôt dans des stages en civil, ou est-ce que les stages sont très variés et très divers, indépendamment de la spécialité de l'auditeur? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas du tout d'orientation selon le profil. C'est-à-dire qu'on Ah est ouais, tous logés à la même enseigne. Vous pouvez d'accord. sortir d'un master spécialisé en droit civil, de Sciences Po ou d'un master de droit pénal. On fera Mhm. tous les mêmes stages. Donc, il n'y a pas du D'accord. tout d'orientation par rapport à ça. Ce qui pose la question de la spécialisation ou l'extrême spécialisation qu'on voit parfois dans certains masters où on sort avec vraiment un master extra spécialisé dans un domaine. Il faut savoir qu'à l'ENM, il n'y a pas du tout de spécialisation de ce type. La formation à l'ENM, c'est une formation de généraliste. On va vous demander d'être aussi bon juge aux affaires familiales que juge de l'application des peines ou juge d'instruction. Mm. Donc là-dessus, il faut vraiment avoir en tête que ce qui va être mis en avant au cours de votre scolarité, c'est la polyvalence et votre capacité, pas à être brillant dans un domaine, mais à être bon, correct partout. D'accord. Et durant cette scolarité à l'ENM, tu es évalué, tu as des épreuves, des examens tout au fil de cette scolarité ou pas? Tout à fait. Donc l'évaluation à l'ENM, c'est le sujet un peu crispant parce que c'est très présent pendant la scolarité. On est quasiment évalué à chaque phase de la formation. C'est-à-dire que quand on rentre à l'ENM, évidemment, on prépare son futur métier, etc. On apprend, mais on va aussi essayer d'être le mieux classé possible à la fin pour avoir le plus de choix possible dans son poste. Et donc, on a effectivement à l'ENM des évaluations qui sont assez nombreuses. On est évalué fonction par fonction, par exemple, pendant la période de formation à Bordeaux. Mhm. Ensuite, on a des examens de fin d'études, c'est comme ça qu'on appelle. À la fin de notre période de 8 mois d'enseignement un peu théorique à Bordeaux, on est évalué. Alors, c'est des évaluations, ce n'est pas des exercices universitaires. Hein. C'est la rédaction d'un jugement civil. C'est un cas pratique de pénal qui reprend toutes les fonctions, de la fonction de procureur à la fonction du juge des enfants, passant par juge d'affaires familiales, juge d'application des peines, etc. Et puis, il y a aussi, et ça c'est très important, une évaluation en langue, notamment en anglais, où Ah on oui, est soumis à une épreuve, au TOEIC. En fait, on doit passer le TOEIC. Tous les auditeurs de justice passent le TOEIC. d'accord. Donc ça, c'est une première période de formation. Ensuite, quand on va en stage juridictionnel, on est évalué par fonction aussi, mais on est aussi évalué par un enseignant de l'ENM qui vient en juridiction pour assister à 3 audiences. Une quand on est en position de procureur, une quand on est en position de juge correctionnel, et une troisième quand on est en position de juge des affaires familiales. Et là, il nous évalue, il nous met une note à chaque fois, selon notre prestation. D'accord. Ensuite, on a une troisième et dernière période de formation à la toute fin qu'on appelle les épreuves de classement, Mhm. où là, on est soumis à une épreuve de rédaction du jugement civil. On a un dossier, on doit rédiger un jugement. La rédaction de ce qu'on appelle un réquisitoire définitif, donc là, c'est plus au pénal. C'est plus un travail de parquetier, ça. Et puis le fameux grand oral de sortie, où on est aussi évalué. Là, ça donne lieu à 3 notes. Et donc, à la fin, ils font le cumul de toutes ces notes, de toutes ces évaluations pour établir le classement. D'accord. Et tu choisis donc un poste en fonction de ton classement Tout à fait. Tu choisis en fonction de la liste des postes qui est proposée. proposé. Mhm. Et le premier choisit dans cette liste, le deuxième choisit ce que n'a pas fait le premier, etc., etc. Donc, Et il y a quand l'enjeu est même important. il y a quand même plus de postes que de candidats. J'imagine que le dernier a quand même un peu de choix encore. Non, en réalité, il y en a, ça n'existe plus. On appelait ça les volants de poste, mais ça n'existe plus. Ça, c'est terminé. L'administration, le ministère nous donne autant de postes qu'il y a d'auditeurs. Ça veut D'accord. dire que, et ça, c'est
un sujet sur lequel il faut quand même revenir parce que c'est important. Ça veut dire que dans la fin du classement, on a peu de choix. Mm. Et il faut envisager aussi la question de l'outre-mer, parce qu'il y a des postes qui sont proposés en outre-mer, sur lesquels, quand on est mal classé, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Donc ça, c'est un peu le sujet qui fâche, mais c'est la réalité. C'est la réalité. L'outre-mer, c'est la Guadeloupe, la Martinique le plus souvent, et surtout Mamoudzou à Mayotte. Ouais, Mayotte. Et la Guyane, Cayenne. Voilà. Et c'est loin, c'est sûr. Loin. Même si c'est la France, c'est vrai que c'est loin. La grosse contrainte de la magistrature, enfin, quand on est à l'ENM, c'est ça, c'est la mobilité. Ouais. Mais si on tombe, si je puis dire, parce que peut-être que certains sont ravis, sur un poste comme ça, combien de temps il faut l'exercer avant de pouvoir être rapatrié en métropole? Alors, le ministère accepte qu'au bout de 2 ans, on puisse faire une demande. Au bout de 2 années. Après, honnêtement, pour vous rassurer, à l'ENM, il faut savoir qu'il y a aussi des groupes qui se constituent quand la question des choix de poste se pose. Et par exemple, il y a des groupes de 4-5 qui vont partir ensemble à Cayenne, par exemple, en Guyane. Donc, ils y vont volontiers. Ils sont très contents d'y aller. C'est une expérience professionnelle qui est très riche et personnelle aussi. Et puis, il faut savoir aussi que l'administration, elle essaie quand même d'inciter les gens à partir. Par exemple, vous avez des primes qui sont beaucoup plus importantes quand vous allez en Outre-mer. Donc, concrètement, vous êtes beaucoup mieux payé. Et vous avez la possibilité, quand vous allez dans les Outre-mer un peu tendus comme Mayotte ou la Guyane, même si c'est un contrat que vous passez avec l'administration, vous avez la possibilité de choisir le poste sur lequel vous allez revenir en métropole. Et vous serez prioritaire sur ce poste-là. Si, par exemple, vous voulez aller dans une ville qui est très prisée à votre tour, vous pouvez. Vous pouvez dire, je vais aller au TJ de La Rochelle quand je reviendrai de Mayotte. Et vous aurez le droit d'y aller. C'est-à-dire que l'administration s'engage. D'accord. Oui, donc il y a quand même des avantages. Tout à fait. Et puis 2 ans, honnêtement, 2 ans, ça passe assez vite en termes de… Ouais. Après, tout dépend de la situation personnelle de chacun, la charge familiale de chacun, c'est toujours pareil. Exactement. Mehdi, on a une question. Est-ce vrai que le pénal est bouché ces dernières années? Pas ou peu de postes en application des peines, pas ou peu de postes en région parisienne? Alors, les fonctions pénales en général, c'est pas qu'elles sont bouchées, c'est les fonctions du siège plutôt pénalistes qui sont assez peu nombreuses en réalité, parce que les gens bougent un peu moins quand ils sont sur ces postes-là. C'est-à-dire les postes d'instruction, juge d'instruction, les postes d'application des peines, ce sont des postes qui sont assez peu disponibles. Donc, soit vous êtes très bien classé, et là, vous avez la possibilité de prendre… moi, pour ma promotion, il y avait sur 300, il y avait 17 postes à l'application des peines. Donc, bon, c'est quand même très peu. Par contre, les postes de pénalistes au ministère public sont très nombreux. Là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez être assez mal classé et puis être au parquet sans difficulté. Pourquoi? Parce que les gens en juridiction au parquet bougent un peu plus au siège. Donc, ce n'est pas forcément bouché partout. Mais c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions pénales au sein des juridictions, c'est des fonctions minoritaires. On fait beaucoup moins de pénal que de civil dans les juridictions. Et ça, très peu de gens sont au courant parce qu'on voit souvent les fonctions pénales avant tout, le parquet, l'instruction. Mais en termes de flux, en termes de masse, il y a plus de fonctions civiles et on fait plus de contentieux au civil qu'au pénal dans une juridiction. Oui, il n'y a qu'à observer qu'au sein de la Cour de cassation, il y a 3 chambres civiles pour une seule chambre criminelle. Mais c'est vrai que le pénal est très médiatisé, beaucoup plus peut-être que le civil. Et donc, alors, raconte-nous, toi, ton expérience. Tu avais beaucoup hésité. Qu'est-ce que finalement tu as choisi? Alors moi, je suis sorti de l'ENM et notamment de mon stage juridictionnel pas forcément en ayant une seule fonction en tête, mais je me suis dit, j'aimerais bien au cours de ma carrière essayer de changer au maximum. J'ai bien aimé à peu près tout. J'étais partant pour beaucoup de postes, l'instruction, les postes de JCP aussi. J'ai beaucoup aimé, moi, cette fonction juge des contentieux de la protection. Pourtant, c'est au civil. Je n'avais pas une idée forcément en tête, mais je dirais que j'avais un attrait quand même un peu plus prononcé pour l'application des peines. Honnêtement, j'ai découvert à l'ENM parce qu'on en fait très peu à la fac. On fait très, très peu. J'ai découvert ça à l'ENM et en stage.
juridictionnelle. Donc, j'ai un petit peu hésité au début, mais je me suis vite dirigé vers l'application des peines. Et donc, j'ai choisi un poste de juge d'application des peines dans un tribunal judiciaire qui est assez petit, au tribunal judiciaire de Laval, donc en Mayenne, ce qui dépend de la cour d'appel d'Angers, donc plutôt dans la région ouest. C'était l'un des seuls postes qu'il y avait dans la région ouest, parce que tous les postes étaient quasiment concentrés à l'est et au nord, parce que c'est les régions les moins attractives en réalité. Donc, moi, j'ai choisi juge de l'application des peines. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas forcément à 100% la fonction que vous avez choisie. Moi, à titre personnel, je suis juge de l'application des peines à 50%. C'est-à-dire que les autres 50%, c'est d'autres choses que je fais. Notamment, je fais beaucoup de présidence d'audience correctionnelle. Mmh. Et puis, je préside aussi le tribunal de police. Donc ça, c'est pour les contraventions. Je préside une comparution immédiate par semaine. J'ai un assessorat on appelle ça des collégiales, donc en gros, c'est le tribunal correctionnel par semaine. Donc, j'ai une fonction certes spécialisée, juge de l'application des peines, mais je fais beaucoup d'autres choses à côté. D'accord. Mais ça, c'est dû à la taille du tribunal ou c'est tous les auditeurs en sortant, ils ont une fonction un peu variée? C'est souvent le cas en réalité parce que quand on est magistrat, quand on choisit une fonction spécialisée comme l'application des peines, l'instruction, etc., ça, c'est qu'une partie de notre activité parce qu'on participe aussi à ce qu'on appelle le service général dans les juridictions. C'est-à-dire qu'on va participer aux audiences plus générales qui dépassent notre activité spécialisée. Et ça, tous les magistrats le font. Vous pouvez même être juge civiliste et avoir une audience de comparution immédiate à assurer par semaine. On va vous mettre à contribution au-delà de votre fonction spécialisée. C'est pour ça qu'on parlait de la polyvalence tout à l'heure. Ça, c'est très important parce que moi, au-delà de ce que je fais au pénal, j'ai aussi quelques fonctions civiles. Par exemple, je suis juge-commissaire. Juge-commissaire, c'est dans les procédures collectives. Donc, ça fait beaucoup de choses. C'est assez varié. Mais voilà, c'est ce qui est intéressant aussi. Une question, est-ce qu'il y a des postes sur Paris qui sont accessibles à la sortie de l'ENM et est-ce que tu les conseilles? On a tendance à dire, me dit-on, que Paris et sa banlieue forment. Alors, il y a beaucoup de postes en région parisienne. Il y a beaucoup de postes en sortie d'école, soit à Paris, soit en région parisienne de façon plus générale. Là, c'est parfois 15 auditeurs qui vont arriver sur une même année. Enfin, il y a beaucoup de postes. Il y a énormément de postes au parquet, notamment. Au parquet, en région parisienne, honnêtement, c'est quasiment 30 ou 40% de la liste de postes. Parce qu'il y a des besoins importants et parce qu'il y a un roulement qui est important. Après, oui, c'est particulièrement formateur ou pas de choisir Paris? La région parisienne, ça va être formateur parce que c'est des tailles de juridiction qui sont très importantes avec un contentieux qui est très important. Donc, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'une fois qu'on est passé par Paris ou des grosses juridictions de banlieue parisienne, on est capable à peu près de tout faire. Par contre, l'inconvénient, c'est que dans des grosses juridictions comme celle-ci, vous allez vite être spécialisé et vous allez peut-être moins être diversifié dans votre fonction, dans votre activité au quotidien. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que juge de l'application des peines, je fais beaucoup de choses, là où mes collègues en région parisienne vont être très spécialisés, c'est très sectorisé, parfois même au sein de services. Par exemple, ils vont faire, pour l'application des peines, ils vont avoir en charge l'application des peines de la lettre A de l'alphabet à la lettre C uniquement. Donc, c'est très, très sectorisé. Oui, c'est bien, ça forme et c'est une activité qui est très soutenue, mais l'inconvénient, c'est peut-être une spécialisation un peu plus importante qu'en province, dans les juridictions plus petites, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, on te demande comment on gère la question de l'impartialité quand on change de tribunal. Alors ça, c'est une exigence qui est de toute façon toujours présente, qu'on soit dans le tribunal pendant des années où on exerce ou qu'on change de tribunal. D'ailleurs, c'est le but de la mobilité, c'est ça, c'est éviter de s'ancrer trop dans une ville. Par exemple, moi, je suis à Laval. Laval, c'est tout petit. Si j'y reste longtemps, par exemple, au gré de vos activités culturelles, familiales, sportives, vous allez être amené à rencontrer des gens et les questions d'impartialité, oui, elles vont se poser un moment. Donc, le fait qu'on soit obligé de partir à échéance assez courte, 3-4 ans, finalement, ça nous permet de ne pas trop avoir de difficultés sur ces questions-là. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une exigence ça au quotidien, l'impartialité. Donc, c'est à nous, en tant que magistrats,
de respecter nos obligations déontologiques et de ne pas nous mettre dans une situation qui pourrait nous jouer des tours sur cette question de l'impartialité. Donc, à nous de garder une distance, par exemple, avec les avocats, à nous de garder une distance avec les partenaires de l'administration pénitentiaire. Hier, par exemple, pour donner une anecdote, j'ai eu à l'audience un surveillant de prison qui était au Mans, un surveillant pénitentiaire qui était à la prison du Mans, là où j'ai fait mon stage pénitentiaire, moi-même. Et tu dois tomber toujours sur les mêmes avocats finalement. Exactement. Donc là, la question de l'impartialité, comment on fait? Déjà, il faut rien cacher, il faut en parler aux collègues, il faut demander conseil, puis dire, voilà, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce dossier-là parce que cette personne, je l'ai rencontrée au cours de mon stage. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre cette affaire? Et ça s'est passé comme ça. Et, en fait, il faut vraiment se protéger et essayer d'anticiper un maximum. Mais c'est faisable. C'est ça. Tu as la possibilité de te départir lorsque tu connais un avocat ou une partie, évidemment, dans un dossier. Et ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'à partir du moment où vous vous posez la question, c'est qu'il y a déjà une difficulté. Donc, il vaut mieux être prudent et puis on trouve toujours une solution. Il y a un collègue qui prend le dossier et puis ça se passe mieux. Oui, c'est ça. Mais alors, on a bien compris qu'il y avait une variété des fonctions assez incroyable. On te demande si ça interroge pas le justiciable de te voir sous différentes casquettes un petit peu partout. Exactement, c'est vrai que c'est tout à fait ça. Parfois, je préside des audiences où je condamne quelqu'un, que je vais retrouver à l'application des peines 2 semaines après pour lui expliquer que je vais suivre sa condamnation. Alors, évidemment, le justiciable, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas tout ça. C'est à nous de lui expliquer. C'est à nous de faire un effort d'explication, de pédagogie et de prendre le temps de l'explication. Et de lui dire surtout que ça ne va pas nuire à la qualité de mon intervention avec mon autre casquette d'application des peines. Alors, sur le plan du droit et de la loi, on respecte totalement la jurisprudence et il n'y a pas de problème là-dessus d'impartialité. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux gens et de leur dire qu'on peut intervenir à des moments différents, avec des casquettes différentes, et qu'on n'aura pas forcément d'a priori ou on ne manquera pas d'impartialité par rapport à la personne. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on règle ce sujet-là, je pense. Et du coup, tu es amené à te déplacer souvent ou pas? Alors moi, en tant que juge de l'application des peines, j'ai effectivement toute une partie de mon activité qui est un peu, entre guillemets, partenariale. C'est-à-dire que le juge d'application des peines, il est au cœur d'un réseau de partenaires et c'est à lui qu'il appartient d'animer un petit peu ce réseau-là. Alors, mes partenaires, moi, au quotidien, c'est un service qu'on appelle le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est eux qui sont chargés de suivre les condamnés au quotidien. C'est la maison d'arrêt de Laval, la prison. C'est le barreau de Laval. C'est aussi les collègues du parquet. Et effectivement, je suis amené à aller à la rencontre d'un certain nombre de ces partenaires et à me déplacer assez souvent. Hier, par exemple, j'étais en réunion toute la journée parce qu'on réfléchit à des projets, on réfléchit à la mise en place de certaines choses, notamment des conventions avec le barreau, etc. Et donc, ça nous amène à quand même être souvent en déplacement, oui. D'accord. Donc finalement, c'est très varié. Tu as parfois des missions à l'extérieur. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Ah non, ça c'est sûr que les journées ne se ressemblent pas du tout. Moi, parfois, j'ai l'impression d'avoir 3 journées en une. Je peux avoir une audience le matin, une réunion l'après-midi avec la maison d'arrêt, le soir retourner au tribunal pour rédiger des jugements. C'est vraiment un métier, oui, qui est fait d'action, on bouge beaucoup, mais parce que c'est une fonction qui veut ça. Si j'avais été juge civil, sans doute que les choses seraient un petit peu différentes, mais en tout cas, pour le juge de l'application des peines, et c'est ce qui fait l'intérêt, moi, je trouve, de cette fonction, on est amené à avoir beaucoup de gens, et puis on a surtout une marge de manœuvre en termes de projet. On peut mettre en place des choses. Si on a envie de s'engager dans ça, on peut. Et les partenaires sont très contents d'ailleurs d'avoir des magistrats qui sont porteurs de projets. Mmh. Et quelle est l'amplitude horaire d'une journée de travail classique? Alors ça, finalement, ça dépend de mes urgences. Ça dépend de ce que je dois faire dans l'urgence. Parce que moi, au quotidien, mon travail de juge de l'application des peines, ça consiste très souvent à prioriser les urgences. Donc, il y a l'urgent, le très urgent, le très, très, très urgent, le vital. Donc, ça, c'est mon travail au quotidien. Donc, quand j'arrive le matin, j'arrive généralement aux alentours de 8h30.
J'ai mon programme en tête. Souvent, mon travail est rythmé par les audiences que je vais avoir. J'ai mon planning en tête. Par exemple, j'ai des jugements à rédiger, je dois recevoir des gens en audition, je dois gérer mon cabinet de JAP, etc. Mais ça peut vite être perturbé, tout ça, par des urgences qui vont arriver dans la journée. Alors, je pourrais vous donner des exemples concrets, mais l'idée, c'est ça. Et ça, malheureusement, je ne suis pas toujours en capacité de vous dire, je vais faire une journée de 9h à 18h et à 18h, je pars. Ça peut arriver, mais si j'ai une urgence qui tombe à 16h, je suis obligé de la traiter. Et une urgence à l'application des peines, c'est très souvent une question, très souvent non, mais il peut être question de vie ou de mort, quoi. Donc, je ne suis pas en capacité de dire, là, j'arrête, je m'en vais, puis on verra ça demain. Donc, l'amplitude, elle est importante. Honnêtement, c'est un travail qui est très prenant, très, très prenant. Après, il y a des temps de respiration quand même. Il ne se passe pas toujours des choses urgentes ou graves. Il y a aussi, moi, j'arrive par exemple à télétravailler, ce qui est tout bête, mais ça me permet de travailler à un rythme qui est différent, un peu plus tranquille pour rédiger, par exemple. Ça, c'est possible quand on est juge, quand on a des fonctions au siège. Donc, franchement, c'est des grosses journées, mais on a aussi des moments où on peut baisser un peu le pied et puis se ménager un petit peu, quoi. Ouais. Et tu as des vrais week-ends ou bien tu croules sous les astreintes parfois? Alors, on est soumis à des astreintes. Moi, j'en ai une toutes les 7 semaines, parce que c'est lié au roulement en fait, des collègues. On est suffisamment nombreux pour avoir ce rythme-là. Moi, je me suis imposé comme règle de ne pas travailler le week-end ni pendant les vacances. D'accord. J'arrive à m'y tenir pour le moment, mais parce qu'il y a aussi une question d'équilibre dans ta vie familiale, personnelle, amicale, culturelle. Je ne veux pas faire que travailler non plus. Et honnêtement, ça, c'est un gros travers qu'ont les magistrats. Ce serait totalement possible de travailler 7 jours sur 7. Moi, je pourrais amener chez moi du travail et puis ne faire que ça. Mais je me suis toujours dit qu'il fallait faire attention à ça, à ne pas surinvestir son travail, parce que pour tenir dans le temps, il faut vraiment faire attention à ça. Donc moi, ce que je ne fais pas le week-end, je le reporte la semaine, c'est-à-dire que j'ai peut-être des journées un peu plus importantes, mais au moins le week-end, je fais autre chose et j'espère que c'est ça qui va me permettre d'être un magistrat un peu, comment dire, qui reste un petit peu ouvert à la société, quoi, qui va encore au cinéma, qui va encore au restaurant et qui sort quand il a envie de sortir. Enfin, faut aussi se dire que on n'est pas non plus, on ne doit pas sacrifier toute sa vie dans ce travail. C'est un travail qui est prenant, mais on peut très bien avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, quoi. Oui, bien sûr. Et quelles sont les fonctions que tu dois faire sous astreinte? Alors, sous astreinte, moi, j'occupe des fonctions donc, de juge d'instruction et de juge des enfants. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se répartissent. Les grosses astreintes dans les juridictions, c'est les fonctions de juge des libertés et de la détention. On appelle le JLD. Et ça ne s'arrête jamais. Les grosses astreintes aussi, c'est nos collègues qui sont au parquet. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un magistrat de permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année au parquet. Donc, eux, ils sont beaucoup plus souvent de permanence. Ils tournent, par exemple, à Laval, c'est une fois toutes les 5 semaines, ils sont de permanence le week-end et ils sont présents au tribunal le week-end. Donc, si vous choisissez des postes au parquet, il faut savoir que la permanence, c'est quelque chose de beaucoup plus prenant. Donc, vous allez avoir plus d'astreintes qu'au siège. Alors, vous serez rémunéré pendant ces astreintes, mais ça fait quand même des semaines un peu plus lourdes. Ouais. Et qu'en est-il de la gestion des émotions? Est-ce qu'il y a des dossiers dans lesquels tu as du mal à gérer tes émotions parce que, par exemple, il s'agit d'enfants? Clairement, il y a des dossiers dans lesquels on est plus touché par rapport à ce qu'on a pu vivre nous-mêmes, par rapport à notre situation personnelle, par rapport à plein de choses. Il y a des dossiers dans lesquels on va être beaucoup moins à l'aise. Et puis, je te dirais même qu'on ne le sait pas forcément à l'avance, ce sur quoi on va être un peu dérangé. Ou souvent, on pense à ce qui arrive aux enfants. Moi, je t'avoue que ce n'est pas les dossiers qui m'ont le plus mis en difficulté. Alors, je ne savais pas, je pensais que ça allait être les dossiers les plus compliqués. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y a des dossiers en lien, par exemple, avec les personnes âgées qui m'ont mis plus en difficulté. Des agressions dans les transports en commun, vraiment l'agression totalement gratuite.
ça, pour le coup, il y a des moments où je me suis dit, je ne suis même pas en capacité d'être objectif face à ces faits-là. Il y a des gens, par exemple, avec qui j'ai parlé, des collègues, tous les faits qui concernent les animaux aussi. Ah oui. Il y a des gens qui sont très, très touchés par tout ce qui concerne la maltraitance animale, etc. Donc ça, on ne le sait pas forcément à l'avance. Il faut être confronté à ça pour le savoir. Mhm. Mais je trouve que les émotions, c'est un vrai sujet. Mhm. Et à l'ENM, la grande leçon que j'ai prise à l'ENM, je pensais que quand on était magistrat, il fallait cacher ses émotions, c'est-à-dire vraiment rien ressentir. Mais ce qu'on nous apprend à l'ENM, c'est au contraire, d'être en capacité d'accueillir ses émotions, c'est-à-dire de les reconnaître, pour pouvoir justement signaler quand il y a une difficulté. Quand on n'est pas en capacité d'être objectif, de juger correctement un dossier, il faut l'accepter, en parler et puis trouver une solution plutôt que d'occulter totalement tout ça et de se dire moi je ressens rien, je suis une espèce de robot qui. Ça, je pense que c'est la mauvaise solution. Donc c'est un vrai sujet les émotions. Et pour te donner une anecdote, moi quand je suis arrivé juge de l'application des peines, la première fois que j'ai incarcéré quelqu'un, parce que le juge de l'application des peines incarcère beaucoup, mais beaucoup les gens en détention. La première fois que j'ai incarcéré quelqu'un, j'étais très mal à l'aise avec cette idée parce que je me suis posé 1000 questions et je me suis dit, cette personne qui est devant moi, c'était un jeune de 25 ans qui était à la rue. Je me suis dit, cette personne, elle va dormir en prison ce soir et puis moi, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi, je vais prendre ma voiture et puis je vais rentrer chez moi et je serai bien au chaud. Et honnêtement, je me suis posé 1000 questions en disant, mais est-ce que je suis légitime à le faire? Est-ce que c'est la bonne solution? On a quand même la liberté des gens entre les mains. Et j'en ai parlé à un collègue qui m'a répondu, c'est un collègue qui a plus d'expérience et qui m'a dit, tu sais, Mehdi, je pense que c'est parce que tu te poses ces questions-là que tu es quelqu'un de sain dans ta tête. Il m'a dit, le jour où tu te poseras plus ces questions, c'est là qu'il y aura un problème. C'est là qu'il y aura une difficulté. Et en réalité, il a raison. Parce qu'on est juge, on est magistrat, mais on est d'abord des êtres humains et on a des émotions et les émotions, il faut les accepter. Il faut les accepter, on vit avec, on ne peut pas les occulter. Et moi, j'ai pris cette décision et je ne le regrette pas parce que c'est ce qu'il fallait faire. Mais en même temps, je ne peux pas faire abstraction de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Et donc, la solution, c'est d'en parler parce que les collègues sont là pour ça. Et puis, essayer aussi par sa motivation dans la décision, de montrer que la solution, elle s'impose, quoi. Et c'est ça le plus riche en termes c'est une fonction qui est humaine, la fonction de magistrat. On a des gens devant nous. On a des gens qui sont en difficulté, on a des gens qui sont en souffrance. Donc, on ne peut pas être un magistrat si on ne ressent pas, je pense, des émotions. Et donc, il y a des échanges entre collègues, mais est-ce qu'il y a un service qui serait dédié au suivi émotionnel ou psychologique des magistrats un peu en détresse? Ça existe ça ou pas? Ils ont créé récemment un numéro vert où le ministère a créé un numéro vert qu'on peut appeler, mais honnêtement, ce n'est pas encore dans la culture des magistrats. L'accompagnement psychologique, ce n'est pas quelque chose qui est encore très dont on parle beaucoup parce que pendant longtemps, je pense qu'on a vu ça comme un signe de faiblesse. C'est-à-dire le magistrat qui a besoin de parler, c'est quelqu'un qui est en difficulté. Et je pense que les choses ont changé, notamment par rapport aux attentats, où là, c'était à l'époque le procureur Molins qui a mis en place un suivi psychologique pour ses équipes. Et les choses ont commencé un petit peu à changer, c'est-à-dire que les magistrats ont commencé à en parler un petit peu plus de leurs difficultés. Et donc, ça commence un petit peu à être évoqué, notamment à l'ENM. À l'ENM, on a des modules de gestion des émotions. On a aussi une formation sur le stress au travail, la qualité de vie au travail. Donc, on est, je pense, au début de ce processus. C'est plutôt rassurant parce que, comme on le disait tout à l'heure, évidemment, en tant qu'être humain, on est forcément sujet à ce type de questions. Donc, ça existe, mais c'est encore, je trouve, un peu timide en termes de réponse, quoi. C'est le tout début. Mais oui, il y a des contentieux sans doute qui sont beaucoup plus difficiles en termes émotionnels que d'autres contentieux, et notamment tout ce qui est humain, tout ce qui touche à l'humain, effectivement, qui doit peser chez certaines personnes au bout d'un moment, puisque parfois, quand même, on voit des cas de figure assez douloureux, assez difficiles. Une autre question qui t'est posée, quel conseil aurais-tu aimé avoir quelques années plus tôt, et notamment pour la priorisation de tes urgences et
finalement l'exercice de ton métier. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais pu aimer avoir? Alors, oui, je pense que il y a un conseil que j'aurais aimé avoir en termes de gestion parce que moi, en tant que juge d'application des peines, je gère mon cabinet. C'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que je dois être très rigoureux dans la gestion des dossiers, des flux de dossiers qui arrivent, de ceux qui doivent repartir, etc. Donc, si vous voulez, si pendant 2 jours, je me laisse un petit peu aller en disant je vais être moins vigilant, je peux très vite crouler sous beaucoup de choses et je peux très vite me noyer dans cette gestion-là. Donc, le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est plutôt ça, c'est-à-dire il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Moi, quand j'ai une difficulté à gérer avec un dossier, par exemple, j'ai un rapport d'incident où on me dit la personne qui est condamnée à sursis mise à l'épreuve, sursis probatoire, elle ne respecte pas ses obligations, je le traite tout de suite. Là où, quand j'ai commencé, je me disais plutôt, ça, je vais le mettre de côté et puis je le traiterai plutôt demain quand j'aurai un peu plus de temps. Mais vu que les urgences s'accumulent, on est très vite noyé par tout ça. Donc moi, le conseil, c'est ça, c'est être rigoureux, faire les choses quand on peut les faire, parce que c'est très difficile ensuite de pouvoir gérer quand la masse s'accumule. Et puis l'autre conseil, mais c'est plus en lien avec ma formation à l'université, je trouve qu'on travaille assez peu à l'université la qualité de synthèse, la nécessité quand on est un praticien, un professionnel, d'avoir un esprit de synthèse, un esprit synthétique. C'est-à-dire on nous demande d'aller à l'essentiel. Il faut vraiment, je pense qu'à l'université, on réfléchisse à des exercices qui permettent de travailler davantage cette qualité-là, parce que je pense que c'est la qualité première d'un praticien. C'est pas d'être un génie de l'application des peines, de tout savoir sur le bout des doigts. C'est d'avoir un esprit de synthèse et d'aller à l'essentiel, de rien oublier, hein, et de se contenter de l'essentiel. C'est d'ailleurs l'objet de l'épreuve de la note de synthèse, désormais, qui figure quand même au CRFPA, donc pour l'examen d'avocat. À l'ENM, on attend cette qualité de manière indéniable, mais elle continue de ne pas être enseignée dans les facs de droit. On ne fait pas de note de synthèse, ici ou là, très rarement dans des masters 2, mais c'est vrai qu'on ne l'apprend pas. Ce n'est pas un exercice qu'on apprend. Ouais. Alors que c'est vraiment l'exigence numéro 1. C'est-à-dire qu'on va toujours, quand on est praticien, travailler en temps contraint. On n'a jamais le loisir de pouvoir passer des jours sur un même dossier. Ce n'est pas possible. Et tu as des dossiers qui sont très volumineux ou pas? Oui, ça arrive qu'on ait des dossiers volumineux de plusieurs tomes. Moi, j'ai eu des dossiers, le maximum que j'ai eu, c'était 30 tomes. Il y avait plus de 2000 actes d'enquête. Ça tenait dans une armoire. Voilà, donc là, si vous n'avez pas l'esprit de synthèse, vous ne pouvez pas régler ce type de dossier. Et même à l'audience, quand je fais mes rapports à l'audience en tant que président d'audience, je ne peux pas passer 6 heures sur le dossier en essayant de tout lister. Je dois obligatoirement faire preuve d'esprit de synthèse, sinon je perds tout le monde et puis ça devient incompréhensible. Donc oui, il y a des dossiers qui sont très volumineux, il y en a d'autres qui sont plus simples, mais ces dossiers-là, ils nécessitent quand même d'être très efficace dans son travail, très, très efficace. Et ça me donne une transition toute trouvée vers notre deuxième partie qui sera moins substantielle, mais j'avais quand même envie de t'entendre sur, d'une manière générale, le métier de magistrat et notamment l'exercice de ce métier demain, à l'avenir. Est-ce qu'il y a une dématérialisation qui se met en place ou pas du tout? Alors oui, ça se met en place de façon assez massive parce que c'est un programme de l'administration du ministère de la Justice qui consiste à dématérialiser totalement, c'est-à-dire à se priver du papier complètement. On appelle ça la dématérialisation native, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus à l'origine de dossier papier. Donc, tout se fait de façon dématérialisée. Nous, à Laval, par exemple, on est une juridiction pilote sur la dématérialisation, c'est-à-dire que moi, mes audiences correctionnelles, elles sont toutes dématérialisées. C'est-à-dire que je vais à l'audience avec mon ordinateur et que j'ai devant moi deux écrans, un double écran où je peux projeter mes actes d'enquête, mes dossiers, et je peux aussi projeter des images, des photos, des vidéos quand j'ai besoin au cours de l'audience. Donc ça, c'est assez massif. Ça veut dire qu'il faut être très à l'aise avec l'outil informatique et puis être habitué à lire des dossiers volumineux sur écran. Alors moi, ça ne me dérange pas parce qu'on a été formé comme ça et puis on est peut-être aussi d'une génération un peu plus habituée à cet outil-là. Mes collègues plus âgés, ils ont beaucoup de mal avec ça.
Ils ont beaucoup de mal. Ouais, Ils ont encore besoin sans du doute. papier. Et oui. Mm. Moi, j'y trouve beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que dans un dossier, par exemple, de 20 tomes, je peux retrouver un mot, je peux Ah oui. retrouver une date, je peux retrouver un numéro de téléphone. Mm. Là où ça me prendrait 2 heures dans un dossier papier et je serais obligé de tout. Donc, à l'audience, je trouve que c'est un gain de temps considérable. Et je trouve que la dématérialisation, c'est un vrai outil au service, je pense, de la qualité de la justice. Et c'est ce qui me permet, moi, de façon plus prosaïque, de télétravailler, par exemple. C'est tout bête, mais Exactement. je ne pars pas Ça avec tous permet mes le outils. télétravail et ça permet de plus voir ces juges avec leurs valises à roulettes et des dossiers qui pesaient des Exactement. kilos à transporter dans les trains quand ils rentraient chez eux. Hein. C'est ça. Et puis, pour l'anecdote, mais ça, c'est un peu la contrainte de la dématérialisation. C'est très bien la dématérialisation. Mm. Mais là, on est en train de se poser la question, par exemple, des coupures de courant pour cet Eh oui, hiver. oui. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus de courant dans les juridictions, vu qu'on n'a plus de papier? Donc, c'est très bien, mais ces situations-là un peu exceptionnelles, elles nous rappellent qu'on va être dépendant d'outils et du fonctionnement ou pas. Donc, à voir. Oui. Mais j'y suis vraiment, moi, favorable. C'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans la magistrature. D'accord. Je me posais une autre question. On parle beaucoup de féminisation de la profession. Est-ce que toi, tu le constates? Est-ce que tu es l'exception ou est-ce qu'il y a quand même encore un peu des hommes magistrats? Alors, il en reste quelques-uns, mais il n'y en a plus beaucoup, pour être honnête. Pour te donner une proportion, moi, dans ma promotion à l'ENM, promotion 2020, il y avait 70% de femmes, Oh, 30% d'hommes. Donc, c'est une proportion aujourd'hui qui est assez courante. En juridiction, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a très largement beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais c'est lié aussi à la féminisation des études de droit. Enfin, c'est mm, l'ENM ou la magistrature n'est que le reflet finalement de la formation. Donc, les hommes, il y en a très peu. On pourrait penser que c'est un peu anecdotique, mais en fait, ça pose vraiment des questions d'impartialité. Nous, on appelle ça l'impartialité objective, c'est-à-dire l'apparence d'impartialité. Je vous mm. donne un exemple très simple. Vous jugez un homme pour des faits de violence conjugale. Il y a 3 femmes juges, une femme greffière, une femme au ministère public et les avocates sont des femmes. Le dossier sera parfaitement géré, elles seront toutes dans leur rôle, etc. Mais dans l'esprit de la personne qui est jugée, eh ben, la personne aura un doute sur l'impartialité de la juridiction. Et ça, le NM on a conscience. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Je ne suis pas certain qu'on puisse, au niveau de l'ENM, pouvoir faire quelque chose. Je pense que c'est plus général, c'est un sujet beaucoup plus général. Mais ça va poser, je pense, pour la magistrature des questions. Et puis, il y a un autre sujet aussi sur la féminisation. Certes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais on trouve quand même, encore aujourd'hui, une espèce de plafond de verre dans les fonctions à responsabilité. Mm. C'est-à-dire que les fonctions à responsabilité, à très haute responsabilité, donc procureur général, premier président, restent quand même très largement masculines. Mm. Donc, c'est aussi un sujet qui préoccupe la magistrature, c'est-à-dire comment faire pour casser un petit peu ce plafond de verre aussi. Absolument. Absolument. Mais c'est un véritable problème, notamment parce qu'il faut bien l'accepter aujourd'hui, je crois. Dans une formation de jugement, l'idéal serait d'avoir des hommes et des femmes pour qu'ils se complètent les uns les autres finalement, parce que nous n'avons pas les mêmes a priori, nous n'avons pas les mêmes façons de comprendre les choses, de percevoir les choses. Et c'est vrai, tu l'as dit, autre exemple typique, le divorce pour adultère demandé par une femme en raison de l'adultère de son mari ne sera pas du tout ressenti de la même manière, même si on doit être impartiaux par une femme ou par un homme. Donc, c'est vraiment un problème aujourd'hui qui est d'ailleurs commun à toutes les juridictions, y compris les juridictions administratives, qui sont aussi touchées par cette surféminisation de la profession. Très bien. Nous avons, pendant que tu parlais, eu des questions nouvelles. Comment gères-tu le secret de certains dossiers? Parce que tu es soumis, assujetti à un secret professionnel. Comment tu le gères? C'est difficile de ne pas parler de tes dossiers ou pas? Alors, le secret, c'est quelque chose de très important, de très présent dans la vie d'un magistrat, parce que, surtout quand on est dans une petite ville, surtout quand on a, je ne sais pas moi, des connaissances parce qu'on joue au foot le dimanche, parce qu'on va au cinéma, etc., ou qu'on a un club de lecture, il faut vraiment veiller, quand on est magistrat, à respecter scrupuleusement ce secret, notamment le secret des délibérés.
Ça, c'est très important parce que déjà, c'est une obligation déontologique et ce serait même une infraction de révéler le secret. Donc, c'est quelque chose qui est très présent. Il faut vraiment l'avoir en tête tout le temps. Mais à l'ENM, je dirais, pendant les 31 mois, on l'apprend à gérer ce secret. On apprend à vivre avec, ce qui fait qu'on parle beaucoup à ses collègues avec qui on peut parler. On partage beaucoup de choses. Ce secret-là, finalement, il est partagé avec les collègues, dans une certaine limite, évidemment, on ne va jamais trop loin. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, même avec ses proches, à ne pas aller trop loin dans ce qu'on peut dire ou pas. On peut, par exemple, parler d'une affaire en restant objectif, sans révéler d'identité ou d'éléments qui permettent d'identifier quelqu'un. Par exemple, je dis, j'ai eu à l'audience, je rentre chez moi, par exemple, je dis à ma femme, j'ai eu une audience avec des violences conjugales, les faits, c'était ça, mais je ne vais pas révéler l'identité ou ce qui s'est dit en délibéré. Je peux lui dire, par exemple, j'ai eu du mal à gérer ce dossier parce qu'il y a eu telle ou telle chose, mais c'est à moi de mettre la limite dans ce que je peux révéler, même avec des gens très proches. Parce que vous ne savez jamais ce que peut faire la personne à qui vous dites les choses de ce que vous lui racontez. Donc, je dirais que c'est une préoccupation, mais ça reste quand même tout à fait gérable. Il faut se protéger, surtout quand vous êtes sollicité. Moi, c'est ça qui me pose le plus de difficultés. C'est que parfois, vous allez être interrogé par un avocat, par un élu. Ça m'est arrivé aussi, un élu de la ville. J'ai eu, par exemple, sur une affaire, un élu qui m'a écrit un courrier pour solliciter des explications sur mon jugement. Courrier auquel j'ai absolument pas répondu, parce que je n'ai pas de justification à donner à un élu, quelle que soit sa qualité. Vous allez être sollicité, donc moi je dirais qu'il faut vous protéger et il faut surtout vous dire que c'est une obligation déontologique et que là-dessus, on vous pardonnera pas d'avoir révélé un certain nombre de choses qui doivent rester secrètes, quoi. Après, ça se gère très bien. Par exemple, c'est tout simple, mais concrètement, quand on travaille dans le train, les gens qui prennent le train, les magistrats, quand ils travaillent dans le train avec leur ordinateur, ils doivent se doter de ce qu'on appelle un filtre de confidentialité qu'ils mettent sur leur écran pour que le voisin ne puisse pas voir ce qui se dit. S'ils voient qu'il y a trop de monde et qu'il y a des gens qui sont susceptibles de voir les dossiers, on ferme l'ordinateur et puis on ne travaille pas dans le train. Voilà. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, absolument. Donc, il faut être particulièrement vigilant. Et que penses-tu et comment gères-tu l'influence des médias? Alors, ça, c'est une vraie question parce qu'on nous apprend quand on est à l'ENM, de toute façon, quand on est magistrat, on ne mettra jamais personne, enfin, on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Il y aura toujours quelqu'un qui nous trouvera laxiste ou pas assez, trop en faveur des victimes ou pas assez, etc. Par exemple, sur les violences conjugales, il faut savoir que moi, c'est à peu près 50% de mon activité de JAP. C'est-à-dire qu'on fait ça en juridiction. On est un peu, on est complètement embolisé par ces questions de violence conjugale. Et dans les médias, vous ouvrez n'importe quel journal ou vous écoutez la radio, on vous dit que dans les juridictions, on ne fait rien pour les violences conjugales, que le sujet n'est pas du tout traité. Donc, il y a un décalage qui est énorme entre ce qu'on peut se dire dans les médias et la réalité de notre travail. Donc, honnêtement, moi, je ne regarde pas beaucoup, je ne vais pas beaucoup voir, par exemple, quand je juge une affaire, je ne vais pas beaucoup voir sur les réseaux ou ce qui peut s'écrire dans la presse. J'essaie de me protéger par rapport à ça. Ça m'est arrivé une fois au tribunal de police de juger c'était un excès de vitesse très simple, mais vraiment, j'ai condamné quelqu'un parce qu'il a fait un excès de vitesse d'1 km/h. Bon, la loi, c'est la loi, j'y peux rien, c'est comme ça. Le soir même, il y avait un article dans la presse le gros titre, c'était condamné pour 1 km/h. En gros, c'était scandaleux. Et après, moi, je pense qu'il ne faut pas succomber à ça. Il faut se dire que quand on est magistrat, on n'a pas à plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas notre travail. On n'a pas à être complaisant envers qui que ce soit. On fait notre travail, on applique la loi et on essaie de le faire tant bien que mal. Donc, il ne faut pas trop aller chercher. Moi, je ne me googlise pas, par exemple. C'est tout bête, mais je ne cherche pas à savoir ce qu'on dit sur les réseaux de ce que je peux faire à l'audience. Donc, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. On essaie de se protéger. On essaie de se protéger par rapport aux influences extérieures. Quand j'ai, par exemple, un dossier d'instruction que je dois juger ou quelque chose d'assez lourd, parce que c'est des faits, je sais pas, de meurtre ou des choses comme ça, ou de tentative ou des choses un peu lourdes, eh bien, tout simplement, j'essaie de ne pas aller voir ce qui se dit dans les médias pour ne pas être influencé.
Là, on va avoir un gros dossier de trafic de stupéfiants, par exemple. J'essaie d'occulter totalement ça et de me protéger, quoi. Oui, je pense que tu as raison. Et d'abord, ça permet de conserver cette impartialité et de ne pas se laisser influencer par tel média qui écrirait telle chose de manière très politisée d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on sait bien que les journaux sont quand même très politisés. Et donc, ça risquerait d'influencer le jugement. Et donc, il faut aussi assurer cette impartialité et puis te protéger toi en tant que tu es juge, évidemment. Et on dit beaucoup, et il y avait eu un fort courant, me semble-t-il, il y a 2 ans, que la justice était en souffrance en termes de moyens matériels, humains. Qu'il y avait en gros pas de papier dans les imprimantes, pas de tonnerre dans les imprimantes et pas assez d'ordinateurs pour tout le monde. Tu partages ce constat ou pas? Alors moi, je le partage parce que c'est une réalité. On est une institution qui manque terriblement de moyens, alors à des degrés divers. Les juridictions de région parisienne, par exemple, c'est des juridictions qui sont en vraie souffrance. Bobigny, Nanterre, Créteil, c'est des juridictions qui manquent de moyens. Et les moyens dont il est question là, c'est des moyens humains surtout. Alors on dit souvent, oui, le papier, on manque de post-it. Des post-it, j'en ai plein, c'est pas le problème, hein. Mm. Les moyens matériels, je les ai. J'ai un double écran. Mais ce qui manque, c'est des greffiers, des magistrats, des assistants. Et c'est ça qui est le plus pesant au quotidien parce qu'on travaille actuellement toujours en mode dégradé. On travaille vite, parfois trop vite. Et ça a une conséquence sur nous en tant que professionnels parce que nos conditions de travail ne sont pas toujours idéales. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, moi, dans mon cabinet de juge de l'application des peines, j'ai 800 dossiers en suivi. C'est-à-dire que je suis, moi, à 50% JAP et j'ai 800 personnes que je dois suivre, ce qui est énorme, ce qui est considérable. 800 personnes, ça fait, imaginez, parce que moi, je gère par exemple des bracelets électroniques, des gens qui ont des bracelets électroniques, ça fait autant d'alarmes potentielles, autant de gens qui ne respectent pas. Enfin, il faudrait au moins 3 ou 4 JAP pour bien gérer ce genre de situation. Donc, ce qui manque, c'est ça, c'est des gens, c'est des personnes. Et ça, malheureusement, vous avez sans doute suivi cette tribune qui a été publiée l'année dernière sur la situation. C'est une souffrance pour les magistrats, mais c'est aussi et surtout une souffrance pour les justiciables, parce que les gens sont convoqués à 1 an, voire 2 ans. Pour obtenir un divorce aujourd'hui, il faut 3 ou 4 ans. Enfin, c'est une situation qui n'est pas tenable. Et puis à l'audience, on manque de temps, puisque vu qu'on est très peu nombreux pour gérer des masses de dossiers très importants, eh bien, on met le maximum de dossiers à l'audience. Moi, dans une audience classique en correctionnel, je vais avoir entre 15 et 18 dossiers. Donc ça, c'est prévu de 14h à 18h. Le plus souvent, je termine à 23h ou minuit. Parce qu'on ne peut pas juger des gens correctement dans ces conditions. 15 personnes, c'est 15 avocats à écouter, c'est 15 victimes, c'est 15 prévenus. Et ça, je ne peux pas le faire. Le temps d'audience qui m'est accordé par personne, moi, c'est 15 minutes. Ce n'est pas possible de juger les gens en 15 minutes. Donc, je prends le temps, je prends un peu plus de temps et ça donne des audiences qui finissent assez tard dans la nuit. Donc, pour répondre à ta question, je pense que le manque de moyens, il est considérable, mais c'est surtout des moyens humains qu'il nous faudrait. Mmh. Et donc, on se réjouit du budget 2023 accordé à la justice qui est en augmentation et avec l'annonce de 1500 postes supplémentaires. On espère que c'est un début et qu'on va continuer sur cette lancée parce qu'effectivement, ça paraît quand même assez incroyable qu'on en soit arrivé là. Il faudrait vraiment qu'on ait un petit peu plus de bras. Eh ben, écoute, on a fait un bon tour de la question. Je voulais quand même, pour terminer, parce que l'heure avance, revenir sur quelques conseils que tu aurais à donner à nos étudiants qui sont en train de préparer le concours. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour une bonne préparation, une préparation efficace pour les prochaines épreuves qui auront lieu donc à la toute fin du mois de mai? Alors moi, les conseils que je pourrais donner déjà, c'est d'être, pas forcément de travailler tout le temps, beaucoup, de crouler sous le travail, etc. Donc, certes, il faut travailler beaucoup pour préparer le concours, mais je pense qu'il faut surtout être régulier dans son travail. C'est-à-dire essayer d'avoir une assiduité, essayer de faire les choses de façon régulière et essayer de faire les choses progressivement. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, ce n'est pas forcément d'être
prêt à la première copie immédiatement. C'est pas ça. C'est d'essayer de prendre en compte les conseils qu'on peut vous donner, les annotations, les corrections, pour essayer d'être dans une logique de progression. Donc, être régulier et puis se dire, c'est pas parce que j'ai raté une copie que je vais pas avoir mon concours. C'est pas ça du tout. Et puis, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est surtout de ne pas négliger les aspects un peu périphériques de sa préparation. C'est-à-dire, oui, on va vous demander d'être des bons techniciens, d'être des gens, des bons juristes, d'acquérir une méthodologie, mais on va aussi vous demander d'être des gens avec de la culture. Donc la culture générale, c'est très important et ça s'alimente. Il faut être ouvert et essayer de se tenir au courant de ce qui se fait je sais pas, dans le domaine culturel, de ce qui s'écrit, des romans qui sortent. Il faut essayer d'être pas seulement dans une logique scolaire. C'est ça mon conseil. Là, il ne faut pas oublier que vous préparez l'entrée dans la vie active et l'apprentissage d'un métier. Et être un magistrat, c'est pas seulement être un technicien qui maîtrise parfaitement les règles du cas pratique. C'est d'être quelqu'un d'ouvert sur la société et qui est le souci, oui, de comprendre les grandes tendances de la société actuelle, les grands mouvements, la place de l'état de droit aujourd'hui, la place du magistrat dans l'état de droit, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, nous, en tant que magistrat, dans ce qu'on nous demande. Donc ça, c'est un conseil plus dans la préparation, c'est-à-dire ne pas négliger ces aspects-là, périphériques, mais qui sont extrêmement importants parce qu'au grand oral, ça va aussi se jouer là-dessus. Et puis, dernier conseil, moi, on m'a dit un jour, si tu veux être magistrat, tu le seras un jour. Voilà, il y a 10 000 obstacles qui vont apparaître devant vous et ça va être aussi votre capacité à résister à tout ça et votre envie, votre conviction, la conviction que vous allez mettre dans cette préparation. Une préparation, je pense que finalement, c'est que ce qu'on en fait. C'est à vous d'impulser les choses, c'est à vous d'être acteur de cette formation. Alors, vous serez accompagné, mais si vous avez cette volonté d'être magistrat, vous le serez un jour et ça, j'en ai aucun doute, honnêtement. Eh bien, que de bons conseils. Effectivement, donc on a bien compris, d'abord des entraînements. Donc, entraînez-vous à faire des concours blancs, rendez des copies. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on le voit, vous progressez de copie en copie. Et donc, même si vos notes ne sont pas celles que vous espériez au début de la prépa, au milieu de la prépa, ça va déjà beaucoup mieux. Et en fin de prépa, vous avez tellement progressé. C'est chaque année la même chose. Chaque année, on est fiers de nos étudiants qui progressent de cette manière-là. Donc, entraînez-vous, multipliez les entraînements. Nous, dans notre prépa, on met à votre disposition énormément de possibilités de rendre des copies. Donc, faites-le régulièrement, même si il faut s'y astreindre. C'est une discipline à laquelle il faut se soumettre, mais c'est vraiment très important. On a bien compris aussi, et ça je te rejoins complètement Mehdi, ne sous-estimez pas les appréciations de nos enseignants. Mehdi, tu mets beaucoup d'appréciations sur les copies, de même que tous les autres correcteurs. Elles sont là pour être lues, ces appréciations. Donc, comparez le corrigé avec la copie qui est annotée et demandez-vous ce que vous n'avez pas fait dans votre copie. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux, de meilleur? Qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Et c'est comme ça que vous allez comprendre vraiment comment faire une bonne copie. Pour ce qui est de la culture générale, nous mettons à votre disposition, n'oubliez pas de la consulter, une revue de culture générale une fois par mois. C'est Raphaël Bertrand, notre enseignant en culture générale, qui met à notre disposition une revue de culture générale. Donc voilà, ce sont des idées de thèmes, des lectures qu'on vous propose qui sont aussi très importantes. Et puis, il faut lire la presse, il faut être attentif à tout ce qui se passe de manière à vivre dans votre monde. Finalement, c'est ça qu'on attend de vous. C'est pas que des techniciens, des très bons en droit civil, en droit pénal. Effectivement, c'est des personnes qui évoluent dans leur monde et qui sont un peu ouverts d'esprit, qui s'intéressent, qui sont curieux. Soyez curieux, intéressez-vous à beaucoup de choses. On a parlé de prix Nobel, j'ose espérer que vous savez nous parler de ces prix Nobel, que vous êtes allés lire nos prix Nobel et que
Voilà, tout ça fait partie de cette année de préparation. Je pense qu'on a fait un bon tour de ce beau métier qui est celui de magistrat. Tu te vois rester magistrat jusqu'à la fin de ta carrière professionnelle ou tu as envie de faire autre chose plus tard? Tu sais déjà ou pas? Alors moi, je pense que en tout cas aujourd'hui, j'ai envie de rester magistrat parce que l'intérêt de la magistrature, c'est qu'il y a plusieurs métiers en un. On a Ah oui. au total 8 fonctions qu'on peut exercer. Mm. Et franchement, entre juge d'application des peines, ce que je suis aujourd'hui, juge des enfants, juge d'affaires familiales, c'est quasiment des métiers différents. Différent. Donc, la richesse de la magistrature, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est un métier, ça c'est important, qui permet beaucoup de détachement. C'est-à-dire que on a la Ah oui. possibilité, quand on est magistrat, d'aller dans d'autres administrations, d'avoir d'autres expériences professionnelles. Et une fois qu'on a eu cette expérience, de revenir dans notre corps d'origine. Et ça, peu de métiers le permettent. Donc, je pense que je resterai magistrat avec plutôt des fonctions en lien avec la première instance. Moi, j'aime bien, en tout cas aujourd'hui, l'idée de voir des gens, de voir des justiciables, plutôt que de réfléchir sur l'application du droit, par exemple, comme on pourrait le faire à la Cour de cassation. Après, peut-être que ça évoluera dans ma carrière, mais aujourd'hui, j'ai envie plutôt d'être en prise avec la réalité du travail en juridiction, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, on te souhaite une très belle carrière en tous les cas. Je te remercie vraiment beaucoup pour ta disponibilité. Tu nous as vraiment bien éclairé sur ce métier. On remercie également nos auditeurs ce soir. À très bientôt. Au revoir.